Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, une Guinée sous tension dans l'expectative des résultats définitifs de la présidentielle de dimanche dernier, alors que les deux camps réclament la victoire. Nous irons à Conakry dans ce journal pour y suivre l'attente de la publication de la CENI et nous parlerons aussi des violences qui secouent le pays avec Amnesty International depuis Dakar. Le calme de retour à Lagos au Nigeria, le couvre-feu y a été allégé après les violences policières qui ont entraîné la mort de 12 personnes. Les manifestants se disent néanmoins déçus du discours du président hier à la télévision. Une étape fondamentale vers la paix, c'est ainsi que le cessez-le-feu permanent entre les différentes parties libyennes a été qualifié par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les détails dans un instant. La tension monte en Guinée dans l'attente de la publication des résultats finaux de la présidentielle. L'armée a été réquisitionnée et des nouveaux affrontements ont eu lieu entre les forces de sécurité et les partisans du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. On retrouve Eliman Ndao, notre correspondant qui couvre pour nous cette élection présidentielle. Eliman, on l'a vu sur ces images, la journée a été tendue ce vendredi dans l'attente des résultats définitifs de cette élection. Écoutez, Fatimata, la tension est toujours vive en Guinée. L'armée a été réquisitionnée pour le maintien de l'ordre. J'ai pu observer ce matin un fort dispositif sécuritaire se déployer vers la banlieue de Conakry, où des manifestants, les manifestations entre partisans de l'opposition et les forces de l'ordre se poursuivent toujours. Sanfonia, en haute banlieue de Conakry, un train appartenant à une entreprise minière a été attaquée par des jeunes manifestants. 4 gendarmes ont été tués dans cette attaque, selon le ministère de la Sécurité publique. Un civil a également été tué, selon des sources médiatiques. La situation est de plus en plus tendue. Internet a été coupé aujourd'hui et les appels internationaux brouillés. Nous avons pu parler avec le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, de l'UFDG, qui a déclaré lundi être le vainqueur de la présidentielle. Il se dit séquestré chez lui, à sa maison entourée par les forces de l'ordre. Il ne reconnaît toujours pas, il ne reconnaît pas du tout, tout de même, la CENI et dénonce une fabrication des résultats. Dans l'autre cas, Alpha Condé reste plutôt discret, pas encore de sortie publique depuis le jour du vote, à part quelques posts sur Facebook où il appelle au calme. Les partisans du RPG, le parti au pouvoir, s'en remettent, eux, à la CENI qui a enregistré la démission, il faudrait le signaler, de 2 de ses commissaires qui disent avoir constaté des anomalies dans la procédure de totalisation des résultats, de quoi animer le débat sur les suspicions autour de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui doit proclamer ce week-end les résultats globaux de la présidentielle. Merci Eliman Ndao depuis Conakry pour ce bilan sur les élections. Notre correspondant vient d'en faire état. Les violences se multiplient en Guinée depuis la présidentielle de dimanche dernier. On écoute le ministre guinéen de l'administration du territoire qui déplore des scènes de violence post-électorales jugées inouïes. Depuis quelques jours, la ville de Conakry et nombre de préfectures du pays vivent désespérément des scènes de violence inouïes. Le gouvernement guinéen, fidèle à son principe de préservation de la paix et de la quiétude sociale, ne saurait laisser cette situation s'enraciner. Des mesures républicaines idoines, déjà mises en œuvre, sont renforcées à la mesure des dimensions prises par les troubles qui, de loin, se sont démarqués des troubles anciennement enregistrés dans notre pays. La Guinée est plongée, hélas, depuis 1 an dans une profonde crise politique qui est grave. La mobilisation de l'opposition contre l'éventualité d'un 3e mandat d'Alpha Condé avait déjà été réprimée et fait une dizaine de morts civiles. Avec la présidentielle, la tension est montée d'un cran. 12 personnes seraient mortes selon le gouvernement depuis le scrutin, alors que l'opposition parle de plus de morts, on parle d'une vingtaine. Pour en parler, on retrouve à Dakar Fabien Hofner, chercheur pour Amnesty International en Afrique de l'Ouest. Fabien Hofner, merci de nous retrouver dans le Journal de l'Afrique. Vous avez enquêté sur les violences en Guinée. Que pouvez-vous nous dire précisément sur la situation actuelle? Bonsoir. Ce qui est très compliqué, c'est que c'est difficile de fournir un bilan précis et exhaustif ce soir pour 3 raisons principales. La première, c'est que l'ampleur des morts et des blessés tels qu'ils nous sont rapportés est telle que c'est
difficile de vérifier les informations en temps réel. La deuxième raison, comme l'a expliqué votre correspondant, c'est que depuis ce matin, les lignes téléphoniques et la connexion Internet avec la Guinée connaît des dérangements très importants et donc très difficiles d'entrer en relation avec les personnes sur place en Guinée. Et la troisième, c'est que de fait, les bilans présentés sont très politiques, ce sont soit ceux de l'opposition, soit ceux des autorités. Et l'expérience nous a montré que les bilans des autorités ne sont pas fiables, ce que nous avions voulu montrer dans notre rapport publié début octobre. Cependant, ce qu'on peut dire, l'ONU a réagi il y a quelques heures, quelques dizaines de minutes, en annonçant 10 morts selon les médias. On peut dire de façon assez certaine que le bilan est nettement supérieur à 10 personnes et qu'il va atteindre plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des jeunes hommes, des manifestants, on peut appeler des émeutiers en fonction du vocabulaire choisi, et des événements, mais aussi des responsables locaux du Front national de défense de la Constitution et des passants, des femmes et des enfants qui ont été fauchés dans les rues de Conakry, notamment. Et alors, sur la base de vos enquêtes, que pouvez-vous nous dire qui sont les responsables de ces violences? Les responsables des violences, c'est évidemment impossible d'affirmer cela pour tous les morts, parce que le nombre de morts est particulièrement important. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est un scénario qui se répète depuis plusieurs mois, avec un scrutin contesté, des manifestations qui tournent parfois à l'émeute, et une répression à balles réelles par certains membres de défense et de sécurité qui sont armés. On a eu des témoignages en ce sens. On a pu authentifier des vidéos dans différents quartiers de Conakry. On a pu vérifier certaines douilles et certaines cartouches utilisées à l'abbé en Moyenne-Guinée, qui correspondent à des balles utilisées par des armes de type Kalachnikov, PEMAC, qui sont utilisées, comme le montrent certaines vidéos, par les membres de forces de sécurité guinéennes. Et le scénario se répète, à savoir que les autorités guinéennes nient le fait que leurs membres soient munis d'armes de guerre et qu'ils les utilisent, ce qui est pourtant avéré depuis plusieurs mois et ce qui est avéré une nouvelle fois encore. Et alors, vous avez publié, vous en parliez tout à l'heure, un rapport en octobre qui recensait déjà les violences commises lors de la mobilisation contre le troisième éventuel mandat donc de Alpha Condé, qui a eu lieu toute l'année 2019 et un petit peu en 2020. Que pouvez-vous nous en dire? Oui, entre octobre 2019, qui correspond au début des grandes manifestations, notamment du FNDC, contre l'intention, ce qui était alors l'intention de changer la Constitution, et juillet 2020, il y a eu au moins 50 morts. Nous avons pu documenter avec des dizaines de témoignages, mais également des vidéos, des photos. Et la plupart des témoignages mettent en cause les forces de défense et de sécurité, avec là encore des bilans qui sont tronqués, puisque une partie des dépouilles mortelles sont refusées dans les morgues des hôpitaux de Conakry, ce qui ne permet pas d'arriver à un bilan qui correspond aux faits. Ça a également été marqué par une répression de la liberté d'expression qui continue, avec l'accès à l'information et les coupures d'Internet, avec des opposants de la société civile qui ont été arbitrairement détenus. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois avec une ampleur encore plus importante. Et ce qu'on constate également, c'est que les appels de la communauté internationale sont pour l'instant restés sans réponse, ou en tout cas pas d'impact concret sur la situation en Guinée, et notamment sur l'usage excessif de la force par une partie des forces de défense et de sécurité guinéennes. Et ce que l'on observe, malheureusement, à moins qu'il y ait eu un communiqué ces dernières minutes, mais c'est le silence de la CEDEAO, qui est l'organisation régionale qui devrait être celle audible et en mesure de prendre cette situation à la hauteur du drame qui se joue aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien Hoffner pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chercheur à Amnesty International basé à Dakar. On passe à la Côte d'Ivoire où les affrontements intercommunautaires qui ont commencé lundi autour de la ville de Dabou, à 50 km à l'ouest d'Abidjan, ont fait au moins 11 morts selon un nouveau bilan livré par le maire de la ville. Et plus de 50 individus armés ont été interpellés. Un couvre-feu de 19h à 6h du matin est toujours en vigueur, et ça jusqu'à dimanche. À 8 jours de la présidentielle, le pays a basculé dans une crise préélectorale. Le calme serait revenu à Lagos, au Nigeria, où les forces de sécurité ont repris le contrôle de la mégalopole. Le gouverneur a annoncé un allègement du couvre-feu au lendemain du discours du président Buhari, jugé très peu satisfaisant par les Nigérians. Laurent Bertécher. Des rues quasi désertes et des véhicules calcinés. Au lendemain du discours de Muhammadu Buhari, le calme revient peu à peu dans une capitale économique nigériane, aux airs de ville fantôme. Mais pour les habitants de Lagos, les annonces du président n'ont pas suffi à convaincre.
He talk aimlessly, lacking credibility and vision. We expected him to say something to condemn the killing. He never said such. He never made mention of it in his broadcast. Muré dans le silence depuis le début de la contestation, Muhammadu Buhari a pris la parole jeudi soir et exhorté les manifestants à rester chez eux. Le président n'a par ailleurs fait aucune mention de la tuerie du péage de Lekki, où les forces de l'ordre avaient ouvert le feu sur des manifestants pacifiques mardi soir. Suite au discours, les autorités ont annoncé le déploiement d'une forte présence policière à travers le pays. Vendredi à Lagos, des hommes se présentant comme des policiers en civil contrôlaient les passants devant un checkpoint de fortune. Here demonstrating, telling them to be conscious and control themselves so that to avoid future occurrence of the previous violence we have been facing in the country. Malgré un calme relatif, après 2 jours d'émeutes et de violences, plusieurs incidents ont émaillé la journée de vendredi. À Lagos, des groupes de jeunes bloquaient les routes et demandaient de l'argent pour laisser passer les voitures. Un signe du malaise économique qui continue de planer sur la jeunesse nigériane. Le Soudan et Israël ont décidé de normaliser leurs relations, un accord diplomatique historique obtenu par l'entremise du président américain Donald Trump. Le Soudan devient ainsi le 3e pays arabe à accepter de normaliser ses relations avec l'État hébreu après les Émirats arabes unis et Bahreïn, l'autre grand pays sur le continent africain à avoir pacifié ses relations avec Israël, c'est l'Égypte, qui n'a pas manqué de saluer cette normalisation prochaine. Un cessez-le-feu conclu à Genève entre les parties libyennes a été salué ce vendredi. C'est un accord historique, souligne le secrétaire général des Nations Unies. Les précisions avec Ethan Hachi. C'est un accord historique arraché après 5 jours de négociations à Genève sous l'égide de l'ONU. Les 2 camps rivaux en Libye ont convenu d'un cessez-le-feu permanent avec effet immédiat, une lueur d'espoir pour la population éprouvée par des années de conflit. Nous espérons, avec l'aide de Dieu, que cet accord permettra de mettre fin à l'effusion de sang. Nous avons réussi à obtenir ce que les Libyens attendaient. Le sentiment d'appartenir à une nation, de ramener la paix et la sécurité. L'accord prévoit un retrait des unités militaires et des groupes armés déployés sur la ligne de front. Dans un délai de 3 mois, tous les mercenaires et combattants étrangers devront avoir quitté tout le territoire libyen. Les dispositions du cessez-le-feu seront-elles pour autant respectées? La Turquie, un acteur clé dans le conflit, par son soutien militaire au gouvernement d'union nationale, a mis en doute la viabilité de la trêve. De son côté, l'UE a salué l'annonce. Les Nations Unies ont lancé un appel aux belligérants. J'appelle toutes les parties prenantes, les acteurs régionaux, à respecter les dispositions de l'accord de cessez-le-feu et à assurer sa mise en œuvre sans délai. Plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est aujourd'hui déchirée entre 2 pouvoirs rivaux. D'un côté, le GNA, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli. De l'autre, les forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, soutenu lui par une partie du Parlement élu et ses parrains internationaux, l'Égypte, la Russie et les Émirats arabes unis. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Conakry à Tripoli, en passant par Dabou. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.